Sébastien, il avait beaucoup de conquêtes. Il était beau, il était séduisant, il attirait le regard. Tout le monde sait que Seb, c'est un séducteur. Son truc, c'est vraiment les femmes. Il aime plaire. Il aime énormément plaire. Il faut lui demander le moindre service s'il était là, que ce soit avec sa famille aussi, il était là. En fait, on ne pouvait pas lui reprocher grand-chose à mon frère. Tomber tout le temps sur sa messagerie, pour nous, ça devenait impossible. On disait où c'est qu'il est. J'étais très, très inquiète. Parce que rester une demi-journée sans nouvelles, ça passe. Mais au-delà de 12 heures, là, c'est l'inquiétude qui monte. Je leur ai dit, bon bah écoutez, là, ne me prenez pas pour une folle, il faut que je vous dise ce que j'ai vu hier soir. Mais c'est la couette de Seb dont elle parle, puisque c'est la même couleur, et elle n'est plus sur le lit. On se dit, est-ce que Sébastien est vivant? Est-ce qu'il est pas séquestré quelque part? On a pensé à plein de choses. Donc le soir, ça a été l'horreur. Il trouve un pistolet qui peut, de par son type, correspondre aux bruits sourds qui ont été entendus dans l'appartement de Sébastien. Avec le recul, on se dit qu'il pense à tout. Son comportement est glaçant. Il est où, mon garçon? C'est abominable, ça m'a détruit ma vie. Ça a détruit la vie de ma famille, tout, 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 tout. Bonsoir et bienvenue dans Chroniques criminelles. L'affaire que je vous propose ce soir a brisé une famille tout entière. Le drame se noue en avril 2016 quand Sébastien Duplessier, 29 ans, disparaît mystérieusement sans laisser de traces. Les soupçons se portent rapidement vers Yann, un ami du jeune homme. Ce serait le dernier à avoir vu Sébastien vivant. En plus, il est bien connu des services de police. Ce champion de musculation a déjà été condamné pour violence volontaire et trafic de produits dopants. Mais la famille de Sébastien a du mal à y croire. Pourquoi Yann s'en serait-il pris à son copain d'enfance? La réponse dans ce document de chronique criminelle raconté par Jacques Pradel. Tourotte, 15 avril 2016. Des policiers armés investissent un petit village du nord de la France. Ils recherchent un dangereux suspect soupçonné d'avoir kidnappé un jeune homme. À l'arrivée des forces de l'ordre, le suspect réussit à s'échapper en sautant par une fenêtre. Une course-poursuite s'engage avec lui dans les rues du village. Pour les hommes de la police, c'est une question de vie ou de mort. Alors, parviendront-ils, oui ou non, à intercepter ce fugitif? Tout commence quelques jours plus tôt à Compiègne, dans l'Oise. À 80 km au nord de Paris, cette sous-préfecture compte environ 40 000 habitants. C'est une ville moyenne, rythmée par des événements annuels comme la Reine du Muguet en mai, les fêtes Jeanne d'Arc. Assez bourgeoise, assez tranquille, où voilà, tout le monde se connaît un peu. C'est vraiment la petite ville où il fait bon vivre. C'est ici que les Duplessier vivent depuis toujours. Une famille nombreuse dont tous les membres, sans exception, n'ont jamais quitté la région de Compiègne. C'est une famille vraiment harmonieuse où chacun a trouvé son équilibre. Chacun dans son genre a une vie qui est tranquille, qui est calme. Tout va bien pour eux. Ouais. Ils sont forts, ils sont unis. Cette famille respire le bonheur parce qu'elle est soudée, elle semble invincible. Rien ne peut l'atteindre. Hein. Sébastien Duplessier a tout juste 29 ans. Un fils dont l'affection et la joie de vivre font le bonheur
de Monique, sa mère. Un garçon extraordinaire, un cœur d'or, très joyeux, il était souvent près de moi, il venait souvent se confier à moi. Il venait boire son petit café, il amenait ses croissants, quelqu'un d'adorable. Sébastien Duplessier est aussi très proche des autres membres de sa famille, en particulier de son frère jumeau, Alexandre, et de son épouse, Angélique. On lui demander le moindre service, il était là. Que ce soit avec sa famille aussi, il était là. En fait, on pouvait pas lui reprocher grand-chose à mon frère. Il a le contact facile, c'est quelqu'un de très agréable. Bon, après, il a son caractère comme tout le monde, mais sinon, c'est quelqu'un de charmant. Sans oublier son frère aîné, David, à qui Sébastien est tout aussi attaché. Moi, je suis l'ancien, je suis le grand frère. Moi et Alexandre, on sait que Seb, c'est le chouchou. C'est le chouchou de notre mère. Mais nous, on vit très bien avec ça, justement. Il aimait bien vivre, il avait ses amis autour de lui, il profitait à pleines dents de la vie. Happy birthday to you, Seb. Happy birthday to you. À chacun de ses anniversaires, comme ici pour ses 27 ans, Sébastien réunit sa famille au grand complet, ainsi que les nombreux amis qui l'entourent. Sébastien, c'est le beau garçon qui est sportif. Sur les réseaux sociaux, il affiche des photos de lui en train de faire la fête, faire du sport, du jet ski, des sports comme ça. Vraiment, c'est le sourire permanent. Sébastien Duplessier travaille dans l'entreprise de menuiserie d'Alexandre, son frère jumeau. Il habite seul dans son appartement de Compiègne, en célibataire. Mais il multiplie les aventures féminines. C'est l'extraverti, c'est celui qui aime bien rigoler, s'amuser, se montrer au bras de nouvelles conquêtes. Bah, tout le monde sait que Seb, c'est un séducteur. Son truc, c'est vraiment les femmes. Il aime plaire. Il aime énormément plaire. Début de l'automne 2015, Sébastien Duplessier est plus épanoui et insouciant que jamais. Il continue de prendre du bon temps, comme lors de ses vacances en Tunisie, avec sa petite amie du moment. Content d'être là? Ouais, t'es content. Ouais. Mais quelques mois plus tard, ce bonheur va s'interrompre brutalement. Lundi 11 avril 2016. Ce jour-là, Sébastien ne va pas travailler, car il est souffrant. En début de soirée, il appelle Alexandre, qui est à la fois son jumeau et son employeur. Il a dit qu'il avait mal au ventre, qu'il vomissait, et qu'il serait pas là le lendemain parce qu'il allait chez son médecin. Mais du coup, j'ai dit, bon, bah ok, ça marche, y a pas de souci. Donc là, Alexandre ne s'inquiète pas plus, il a eu des nouvelles, il sait que son frère n'est pas bien, il pense le revoir le lendemain. Le lendemain matin, pourtant, pas de nouvelles de Sébastien. Alexandre tente de l'appeler sur son portable, à plusieurs reprises, sans résultat. Une personne vous dit qu'elle est malade, vous aimez bien prendre de ses nouvelles. Je l'ai appelé 40, 50 fois dans la journée et j'ai eu aucune nouvelle. Personne. Il me dit, écoute, chérie, essaye d'appeler Sébastien. Moi, il répond pas, donc j'essaye dans la journée, au moins 20 fois, 30 fois. C'est bizarre, il répond pas. Et surtout, il n'est pas un jour sans que Sébastien appelle Monique, sa mère. En cette fin d'après-midi, ni elle ni personne ne parvient à le joindre. Tomber tout le temps sur sa messagerie, pour nous, ça devenait impossible. On disait où c'est qu'il est. Et moi, je faisais les 100 pas dans mon appartement. J'étais très, très inquiète. Je me disais, mais comment que ça se fait qu'il ne répond pas? C'était pas normal de ne pas avoir de réponse de sa part. Alors là, l'inquiétude va crescendo au sein de la famille, parce que rester une demi-journée sans nouvelles, ça passe. Mais au-delà de 12 heures, là, c'est l'inquiétude qui monte.
De plus en plus préoccupés, Alexandre et son épouse Angélique décident en début de soirée de se rendre chez Sébastien. Arrivé sur place devant son immeuble du quartier de la Victoire, même constat. L'interphone, lui aussi, sonne dans le vide. Alexandre sonne, ça répond pas. Nous, on n'a pas les clés de l'appartement, donc on appelle David, qui est un double. Donc lui, il dit oui, bah j'arrive. C'est moi qui bénéficie de son double de clés. Parce que quand Seb n'est pas là, c'est moi qui m'occupe de ses animaux. On se dit, est-ce que Sébastien n'a pas fait un malaise chez lui et qu'il est tombé et que voilà, il n'a peut-être pas eu le temps d'appeler le secours. Donc c'est là que quand David vient, Alexandre et David montent à l'appartement, moi je reste en bas avec ma fille. Il est 21h lorsque les deux frères parviennent devant sa porte, au 3e étage. Au moment d'introduire la clé dans la serrure, ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Si jamais il est là, tant mieux, on se fera engueuler pour rien, on se fera guirlander pour rien. S'il n'est pas là, ça va commencer à être inquiétant. On ouvre l'appartement, et là, tout de suite, cette odeur d'urine de chat. On sentait fortement l'odeur d'urine de chat. C'est pas normal, puisque mon frère est maniaque et on n'a jamais senti ça chez lui. Les deux frères pénètrent dans l'appartement. Une seule certitude pour eux, Sébastien n'est pas chez lui. Au premier coup d'œil, ils ne remarquent rien de véritablement suspect. Ça a l'air à peu près normal, sauf c'est pas la façon de ranger de mon frère. C'est pas du tout sa façon de faire. Il y a un truc qui va pas. L'aspirateur est dans le passage, ce qui n'est pas du tout l'habitude de Seb. Seb, il est très carré, très maniaque. Chaque chose à sa place. Pour nous, c'était comme si en fait le ménage avait été fait, mais abandonné précipitamment. Comme s'il était parti. Alexandre et David poursuivent la visite des lieux. Et dans l'autre pièce, quelque chose leur saute immédiatement aux yeux. Et qu'au final, on a été directement dans sa chambre et qu'on s'est aperçu que sa couette blanche qu'il avait sur son lit n'était plus là. Tout de suite, il manque la couette de Seb sur son lit. Et là, on commence à un peu plus investiguer et à réfléchir à ce qui a pu se passer. Ce désordre, qui ne ressemble en rien à Sébastien, et cette couette de lit qui s'est volatilisée, pour David et Alexandre, tout cela n'a rien de rassurant. Et en allant comme ça de petit détail en petit détail, ça fait quand même beaucoup de détails. Plein de petits détails qui nous font dire qu'il y a quelque chose d'inquiétant en fait sur le coup. Et on se demande où est Seb. Et surtout où est Seb. Donc là, ils se disent, est-ce qu'on a enlevé notre frère? Est-ce qu'il s'est passé encore autre chose de plus grave encore? En tout cas, ils sont persuadés qu'il n'a pas disparu de lui-même. Il est maintenant 22 heures passées. C'est à ce moment précis, au pied de l'immeuble, qu'il croise une voisine de Sébastien. Elle s'appelle Katia et elle habite juste en dessous de chez lui. Je leur dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, Sébastien va bien? Et là, ils me disent, bah non, justement, on ne sait pas parce qu'il ne répond pas. Il répond pas au téléphone, on ne sait pas. Alors là, ça a commencé. Je leur ai dit, bon, bah écoutez, là, ne me prenez pas pour une folle, il faut que je vous dise ce que j'ai vu hier soir, donc la veille au soir, le mardi. Les proches de Sébastien sont alors loin d'imaginer ce que Katia s'apprête à leur raconter. La scène, dit-elle, s'est déroulée la veille, en début de soirée, au pied de l'immeuble. Donc ce soir-là, j'étais comme d'habitude aux environs de 21h30 en bas, accroupie dans les buissons puisqu'on installe les petites gamelles des chats en bas près des buissons. Après avoir fini de nourrir les chats, je me suis assise sur les marches. Comme il faisait bon, je m'assois sur les marches et puis je prends l'air où les chats après viennent vers moi, etc.
C'est là que Katia explique être tombée nez à nez avec quelqu'un qui sortait de la cage d'escalier. Un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un homme avec un bonnet noir, habillé avec des vêtements sombres, portant sur l'épaule une masse énorme. Alors cet homme, elle ne le connaît pas, elle lui tient même la porte parce que voilà, il a des difficultés à sortir. Ça a l'air d'être lourd ce que vous portez là. C'est la seule chose que j'ai pu lui demander pour pas paraître trop curieuse. Il m'a répondu « ouais », en replaçant la chose qu'il portait sur son épaule. Je l'ai vu s'éloigner, se diriger vers sa voiture, et moi je suis remontée. Une drôle de scène à laquelle Katia, sur le moment, n'a pas vraiment accordé d'importance. Mais quand elle précise que cette charge était enveloppée dans une couette, la famille de Sébastien reste sans voix. Bah oui, elle me dit j'ai vu un truc bizarre et il dit bah la couette était quelle couleur? Et elle dit bah elle était blanche. Mais c'est la couette de Seb dont elle parle, puisque c'est la même couleur. Et elle n'est plus sur le lit. Ça a fait le tilt. On a repensé à la couette tout de suite. Cette fameuse couette. Évidemment, Sébastien a disparu, j'ai vu un homme porter un paquet. Très vite, le lien est fait. Les Duplessier s'interrogent. Et si c'était Sébastien que cet homme transportait comme un paquet, enveloppé dans sa propre couette? Est-ce que c'est vraiment vrai? Au début, c'est ça ce qu'on dit. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est vraiment possible? C'est pas possible, il n'y a que dans les films qu'on voit ça, il n'y a qu'à la télé. C'est trop énorme. Et comment voulez-vous vous imaginer qu'il se passe quelque chose comme ça dans un quartier où il y a du monde? Pour la famille, c'est le choc. Qui est cet homme que Katia a croisé ici même 24 heures plus tôt? Et surtout, est-ce bien Sébastien qu'il portait sur son épaule? Il n'y a plus une minute à perdre. Ils vont alerter la police parce que l'état de l'appartement les interpelle. Les policiers qui sont pas très loin, puisqu'on est dans le centre-ville de Compiègne, vont se déplacer. Et ils nous disent tout de suite, hein, dans les premiers temps, hein, on arrive tout de suite. Et là, dans les minutes, dans les dizaines de minutes qui suivent, on voit plusieurs véhicules de police arriver. Un jeune homme qui disparaît, ce désordre très inhabituel et cette étrange histoire de couette. À peine arrivés sur les lieux, les forces de l'ordre prennent cette affaire très au sérieux. Un officier de police procède lui-même aux premières constatations. Et quand il est arrivé au niveau des vases caviers, il nous a dit ouais, c'est bizarre quand même. Les enquêteurs, qui ont quand même l'habitude, remarquent toutes les choses qui sont un petit peu particulières. Il y a des taches brunâtres dans l'évier qui pourraient ressembler à du sang. On a, semble-t-il, lavé des choses qui contenaient du sang dans l'évier, mais toutes les traces n'ont pas été enlevées. Enfin, il y a encore des résidus. Quelqu'un a nettoyé, le sac d'aspirateur a été vidé, comme si on avait tout nettoyé à la hâte. Là, ils se disent vraiment, ils ont le sentiment qu'il y a eu un malheur. Que signifient ces traces de sang dans l'appartement? Sébastien aurait-il été victime d'une violente agression? D'un seul coup, l'enquête s'accélère. D'autres policiers interrogent un par un tous les voisins de Sébastien. Un voisin dit avoir entendu des claquements. Alors lui, il n'arrive pas à identifier ce que c'est, il n'a pas l'habitude, il ne sait pas... Des claquements secs, 4 claquements très secs. Ça aussi, ça interpelle les policiers. Mais quand il décrit ça aux policiers, les policiers qui, eux, sont un petit peu rodés, savent que l'arme à feu, ça ne fait pas forcément une énorme détonation. Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leur prélèvement. Et ils découvrent justement dans la pièce principale d'infimes traces de poudre. Ainsi, plusieurs coups de feu auraient été tirés à l'intérieur même de l'appartement.
Ils ont des traces de sang, il y a des résidus de poudre, il y a manifestement des voisins qui ont entendu des bruits de coups de feu. Il y a un homme qui est descendu avec une couette qui pourrait contenir un corps. Est-ce qu'il y a eu un crime? Est-ce que Sébastien a été enlevé? À cette heure, personne ne le sait. Kidnapping, agression à main armée, assassinat, comment savoir? À 23 h, vu la gravité de l'affaire, la police judiciaire est désignée pour mener la suite de l'enquête. Katia, la voisine et principale témoin, est réinterrogée. Aurait-elle identifié le véhicule que conduisait cet homme? Donc mon fils a pu voir la voiture, puisque je lui ai montré. Moi, je suis nulle en marque, tout ce qui est une marque de voiture, tout ça, je ne m'y connais pas trop. Donc mon fils, lui, a pu repérer la voiture. C'est que la voiture dans laquelle l'individu va mettre sa charge, c'est une Opel Corsa. Le fils de Katia est catégorique. Il a vu cet homme quitter les lieux au volant d'une Opel Corsa. Malheureusement, il n'a pas eu le temps ni le réflexe d'en relever l'immatriculation. Les policiers doivent agir vite. Il leur faut absolument retrouver cette Opel Corsa. Des patrouilles sillonnent tout Compiègne, en pleine nuit, mais elle est introuvable. Tout comme son conducteur, cet homme que Katia décrit comme très athlétique. La famille de Sébastien est à nouveau auditionnée. Pour nous, au départ, pour moi et mon mari, on se dit, on voit pas c'est qui. Puis David me dit, si... La seule personne qui correspond à cette description physique, avec cette voiture-là, c'est Yann. Yann Hoé, âgé de 38 ans, est l'un des nombreux amis de Sébastien. Il pourrait bien ressembler par son physique imposant à cet homme que Katia a croisé. Et surtout, il est le seul parmi ses copains à posséder une Opel Corsa. C'est un bon ami, un très bon ami, parce qu'ils passaient des soirées ensemble. Il l'a même hébergé, mon frère l'a hébergé. Sébastien Duplessis a beaucoup aidé Yann Hoé quand Yann Hoé a pu avoir quelques difficultés d'argent, quelques difficultés personnelles. Sébastien, il a toujours été là. Yann Hoé est si proche de Sébastien que même les Duplessis n'en reviennent pas. Un garçon à qui ils ne connaissent qu'une seule et unique passion dans la vie, le sport. C'est quelqu'un de très sportif, très athlétique. Il a d'ailleurs été champion de force athlétique quand il avait une vingtaine d'années. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment toujours fait du sport. Yann Hoé est très attaché à l'image qu'il renvoie, mais bon, c'est pas quelqu'un qui a une grosse envie de travailler. Alors il préfère passer son temps à entretenir son corps dans les salles de sport où il pratique beaucoup de muscu. L'entourage de Sébastien connaît Yann depuis de nombreuses années. Difficile d'imaginer qu'il soit impliqué d'une façon ou d'une autre dans sa disparition. Et nous, on se dit, non mais attends, Yann, c'est un ami, c'est pas du tout la personne, c'est pas lui, quoi. Ça peut pas être lui. C'était quelqu'un avec qui j'aurais pu ouvrir ma porte de jour comme de nuit. J'aurais jamais imaginé ça de sa part. Donc on se rend au commissariat avec les policiers et un de leurs collègues nous dit si vous avez un nom, dites-le moi. Mais on lui dit oui, on a un nom, mais nous on veut pas qu'il ait d'ennui parce que c'est pas lui. Finalement, la famille accepte de livrer aux policiers le nom de Yann Hoé. Comme il s'agit d'un proche du disparu, les enquêteurs décident de vérifier ses antécédents. Le policier rentre dans son local, ressort aussi vite qu'il était rentré, en quelques minutes. Et il vient nous voir et il nous dit votre affaire, elle pue. Yann Hoé, c'est un témoin clé, c'est une personne qu'on a très envie d'interroger. Car le fichier des policiers est formel. Yann Hoé a été condamné à 2 reprises pour des affaires de violence volontaire aggravée
mais aussi pour un trafic de produits dopants dans le milieu des salles de sport. Et Yann, pour eux, c'est un client sérieux. C'est pas la première fois qu'ils l'ont dans leurs locaux et que pour eux, c'est quelqu'un de dangereux. Ils nous disent, bah, c'est pas un enfant de cœur, monsieur. Ah bon? Bah, il est connu pour déjà des agressions, tout ça. Bah, nous, on était tombés de haut parce qu'on ne savait pas. Parce que bon, personne ne peut s'imaginer un seul instant que Yann fasse du mal à Sébastien, mais c'est son ami. Malgré les doutes de sa famille, la priorité des policiers est de retrouver Sébastien. Pour cela, ils misent beaucoup sur le téléphone portable du disparu. Et là, coup de chance. Grâce au bornage, ils parviennent à le localiser, et pas n'importe où. C'est très rapide, la géolocalisation du téléphone montre qu'il est dans les alentours de la commune de Tourotte. C'est un petit village en périphérie de Compiègne, qui se trouve à quelques kilomètres de Compiègne. Quand ils vont en parler à la famille va faire le rapprochement avec Yann Hoé, qui vit chez sa compagne à Tourotte. Pour les policiers, Yann se trouverait donc à proximité de Sébastien. Reste aussi à mettre la main sur la voiture, la fameuse Opel Corsa, vue par Katia, la voisine. Et dans la nuit, donc un appel est lancé pour essayer de retrouver le véhicule de Yann Hoé, l'Opel Corsa. C'est des gendarmes qui découvrent la voiture et ils la voient stationnée à Tourotte. Yann aurait-il trouvé refuge à Tourotte, chez Élodie, sa petite amie? Et Sébastien serait-il avec eux? Cette fois, il n'y a plus vraiment de place pour le doute. Dans l'attente de renforts, la police judiciaire décide de ne pas intervenir avant le lever du jour. Du côté des proches de Sébastien, alors que la nuit avance, l'inquiétude cède le pas à une atmosphère de cauchemar. On se dit, est-ce que Sébastien est vivant? Est-ce qu'il n'est pas séquestré quelque part? On a pensé à plein de choses. On s'est posé énormément de questions. Donc le soir, ça a été l'horreur. Ah, ça a été une nuit interminable avec plein de questions dans la tête, mais pas de réponse. Ah bah c'est une pure nuit d'angoisse. Parce que nous, on se demande qu'est-ce qui est arrivé à Seb? Qu'est-ce qui arrive à notre frère? Enlèvement ou assassinat? Les heures passent et toujours aucune réponse. Quant à la mère de Sébastien, elle espère encore qu'il finisse par décrocher son téléphone. Oui, j'ai essayé de l'appeler, mais c'était toujours sa messagerie. Ça disait toujours Sébastien, je ne suis pas là. Vous êtes sur le portable, Sébastien, je ne suis pas là. Pour les proches de Sébastien, il n'est pas question d'attendre que la police entre en action. Alors, ils décident de se rendre eux-mêmes sur place. Comme on sait que c'est sur Tourotte qu'il a borné son téléphone, donc on se rend autour de Tourotte et on essaye de chercher au niveau de tout ce qui est les écluses, les rivières, tout ça. On crie Sébastien partout, en espérant que soit il est séquestré quelque part et nous entende. Alors moi je craque, j'étais avec des amis et on cherchait Seb et je craque littéralement. Là je fonds en larmes mais avec les nerfs qui lâchent. À 5 h du matin, malgré ces recherches désespérées, toujours rien. Les proches du disparu n'ont aucune réponse à la terrible question qu'ils se posent. Sébastien est-il encore vivant? Tourotte, dans l'Oise, jeudi 15 avril 2016. Il est un peu plus de 6 heures. Les enquêteurs ont prié la famille de Sébastien de rester à Compiègne afin de ne pas gêner l'opération.
Donc il y a tout lieu de penser que Yanoé est là, donc il frappe à la porte. C'est Élodie, la compagne de Yanoé, qui ouvre. Et quand les policiers lui demandent si Yann est là, elle les regarde droit dans les yeux, elle dit non, 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 il n'est pas là. Cette jeune femme, Élodie, paraît très sûre d'elle. Pourtant, en l'espace de quelques secondes, tout s'accélère. Il y a un policier qui entend des bruits bizarres au fond de la maison et qui se rend compte très vite que non seulement Yann est bien là, mais il est en train de prendre la poudre d'escampette. Il y a un policier qui est en fait en surveillance à l'extérieur. Il va percuter, évidemment. Donc il va le courser. Yanoé va franchir des grillages, des clôtures de jardin. Le suspect est parvenu à quitter l'appartement en passant par la fenêtre. Une course-poursuite s'engage alors dans les rues du petit village. Yann qui court très vite, parce que rappelons-le, c'est quand même quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, qui passe ses journées dans les salles de sport, qui donc a des grandes capacités à courir vite, sans s'essouffler, vite et loin. Et il a pris la direction d'un étang, d'un petit bois qui est derrière, parce que la rue et la maison est en bord de village. Ils foncent tout droit et les policiers s'étroussent. Durant plusieurs minutes, les enquêteurs font ce qu'ils peuvent pour tenter de rattraper le fugitif. Il est hors de question que Yanoé leur fausse compagnie. Il va tout de même tenir en haleine comme ça les forces de l'ordre durant plus d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre à travers bois, avant d'être enfin interpellé. Il était vraiment à 2 doigts de réussir à s'échapper face aux policiers qui étaient derrière lui, qui ne connaissent pas les lieux. On se demande s'il n'y avait pas eu ce petit étang. Finalement, c'est parti pratiquement marécageuse s'il n'aurait pas réussi à prendre la fuite. Pourquoi Yanoé a-t-il tenté de s'échapper? Et surtout, sait-il où se trouve Sébastien? Pour la police judiciaire, l'enquête peut véritablement commencer. Yanoé est interpellé et une des priorités des policiers, c'est de faire la perquisition de son véhicule, cette fameuse Opel Corsa, qui est finalement le fil conducteur du début de cette enquête. Et à l'intérieur, on retrouve très facilement des papiers qui appartiennent à Sébastien. Il y a des cartes bleues, sa carte vitale, sa carte d'identité, carte bancaire, etc. Enfin, tous ces éléments-là. À l'intérieur du véhicule, en revanche, aucune trace de Sébastien lui-même. Mais en fouillant le coffre de l'Opel Corsa, les policiers font une découverte déterminante. Dans une boîte, il y a aussi une arme, des munitions, enfin, c'est plus que troublant. Un pistolet 22 long rifle à un coup, qu'il faut recharger donc à chaque fois qu'on a tiré. Un pistolet qui peut, de par son type, correspondre aux bruits sourds qui ont été entendus dans l'appartement de Sébastien. Ces 4 fameux claquements secs évoqués par l'un des voisins de Sébastien. L'enquête est en train de basculer. D'autant que 4 douilles percutées du même calibre sont également retrouvées dans le véhicule de Yanoé. Là, il a un peu dépassé le statut de témoin numéro 1 pour devenir le suspect numéro 1. Mais le suspect de quoi, on ne sait pas. Sébastien, il n'a pas été retrouvé ni dans sa voiture, il n'a pas été retrouvé chez sa compagne Élodie. Sébastien, on ne sait toujours pas où il est. On a retrouvé ses papiers, ça c'est vrai. La piste d'une agression, voire d'un homicide par arme à feu, se précise. Alors que Yanoé est placé en garde à vue, les proches de Sébastien Duplessier sont prévenus. Voilà presque 48 heures que sa famille est sans nouvelles de lui. Quand on l'a mis en garde à vue, je ne pouvais pas croire qu'il avait fait quelque chose à mon garçon. On a de l'espoir qu'il soit toujours en vie quand même.
qu'il l'ait amené quelque part et qu'il le séquestre pour avoir peut-être des renseignements sur son argent ou quoi que ce soit. Et puis on vit très mal parce qu'on se dit, si c'est lui, c'est des minutes, c'est des heures qui passent et on n'a pas les réponses. Commissariat de Compiègne, 9h du matin. La police espère que les indices découverts dans la voiture suffiront à confondre le suspect. Les papiers ou nom de Sébastien et surtout, cette arme à feu. Mais quand il est interrogé, il a réponse à tout. Yanoé dit « Je me suis bien rendu chez Sébastien Duplessis avant-hier soir. Et il m'a confié ses papiers d'identité et une petite somme d'argent pour que je les garde parce qu'il avait l'air inquiet. Il n'en dit pas plus. » L'arme, c'est pas compliqué non plus. Il pratique du tir, il est amateur, il a acheté une arme et voilà. Il a toujours une réponse qui est claire. À chaque fois qu'on essaie de le mettre à défaut, il trouve une explication. En tout cas, il est bien décidé à ne pas avancer d'un pouce sur cette histoire. Ces explications laissent les enquêteurs sur leur faim. Quant à la famille du disparu, elle vit ces heures qui défilent comme un véritable supplice. Pour eux, c'était difficile à vivre parce qu'ils n'avaient toujours pas de nouvelles de Sébastien. On ne sait pas où il est. Son corps, s'il lui était arrivé quelque chose, n'a pas été retrouvé. On n'en saura pas plus, on attend que les enquêteurs nous donnent des informations. Mais quand on appelle, on dit « bah non, Yann ne dit rien ». Il se terre dans le silence, il ne veut rien dire. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est qu'il était là-bas. Et puis qu'on l'a interrogé pour qu'il dise où est Sébastien, ou qu'est-ce qu'il avait fait à mon fils. Durant plusieurs interrogatoires, Yanoé le dit et le répète, il n'a rien à voir, de près ou de loin, avec la disparition de son ami. Au soir du jeudi 14 mars 2016, les policiers doivent se rendre à l'évidence. Impossible de tirer quoi que ce soit de leur suspect. Pourtant, le lendemain, après 24 heures de garde à vue, Yanoé finit par changer de comportement. Il vient de passer toute la nuit seul dans sa cellule. Il y a un policier qui vient le voir, qui va lui donner un pantalon propre, et il y a une discussion un petit peu impromptue qui se déroule dans la cellule. Et c'est là où, contre toute attente, Yanoé craque. Il va craquer, éclater en sanglots et dire « oui, oui, c'est moi, oui, j'ai tué Sébastien ». Les policiers ne s'y attendaient pas. Yanoé semble enfin prêt à leur livrer des aveux. Que s'est-il passé au juste, ce fameux mardi soir? Et où se trouve son ami Sébastien? Le suspect est extrait de sa cellule et de nouveau interrogé. Et je suis allé chez lui parce qu'il voulait me racheter un pistolet que je possédais. Ce pistolet, je voulais le vendre parce que je l'avais acheté par Internet, voulant pratiquer le tir sportif. Je voulais lui montrer comment marche l'arme. Je la manipulais devant lui, le coup est parti tout seul. Le coup part, touche Sébastien à la tempe. Sébastien s'écroule sur la table, il est mort. Il est mort devant son ami. D'après son récit, il s'agirait donc d'un accident. C'est à partir de là que tout se serait enchaîné. Yann raconte s'être retrouvé seul, pistolet en main, devant le corps de Sébastien. En fait, il a paniqué et que dans sa tête, il ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais en tous les cas, son premier réflexe, ça a été de voir si effectivement il était mort. Et une fois qu'il a compris qu'il était mort... J'ai paniqué, j'avais qu'une idée en tête, c'était prison, prison, prison. Je me suis dit qu'avec mon casier judiciaire, j'allais forcément partir en prison. Il fait les 100 pas, il s'assied, il fume une cigarette. Et puis après, dans sa tête, il élabore un scénario.
Donc j'ai tiré 3 autres balles, de beaucoup plus près, à bout portant, pour faire croire à un règlement de compte. Ainsi, selon la version de Yann, il imagine cette mise en scène afin d'envoyer la police sur une fausse piste. Il décide pourtant de ne pas laisser le cadavre de son ami sur place. Il y a du sang partout en fait, ça coule, donc il prend tout ce qu'il peut trouver. Il prend des serflex, il prend des cellophanes. Il s'en est servi pour lier les mains et les pieds, afin que les mains et les pieds ne dépassent pas du paquet, si on ose dire. Désolé de le dire comme ça, mais c'est vraiment un paquet qu'il a soigneusement ficelé ce soir-là. Une fois qu'il a enroulé le corps, il lui reste quand même une autre tâche à accomplir, c'est nettoyer l'appartement. Un ménage assez sommaire puisque Yann laisse derrière lui plusieurs traces de sang. Ensuite, il explique avoir descendu jusqu'au rez-de-chaussée le cadavre enveloppé dans la fameuse couette blanche. C'est là, en sortant, qu'il croise Katia, la voisine de Sébastien. Il y a cet échange où elle lui dit oh, « vous portez quelque chose de lourd ?» Lui « non, ça va », etc. Elle l'aide, elle lui ouvre la porte, et puis lui, il sort avec le corps de Sébastien sur l'épaule, l'air de rien. Naturellement, je devrais dire, pour lui, il aurait pu être paniqué en me voyant en bas. Même pas. Avec le recul, on se dit que Yann Noé a un sang-froid exceptionnel. Son comportement est glaçant. Malgré l'assurance dont il a fait preuve jusque-là, Yann aurait ensuite pris la route avec Sébastien, mort, à l'arrière de son Opel Corsa, sans vraiment savoir où il allait. En tout cas, son idée, c'est à ce moment-là de se débarrasser du corps, quel que soit le moyen. Voilà, il a un corps, maintenant il faut s'en débarrasser. On a le sentiment que c'est un petit peu à la va-vite qu'il va le jeter en bordure d'une route dans les sous-bois de la forêt. Vendredi 16 avril 2016, Yann Noé accepte de conduire la police à l'endroit où il a déposé le corps. Un lieu isolé, en lisière d'une forêt, près du village de Choisy-au-Bac. Ils avancent dans le bois et là, effectivement, ils voient une couette à une dizaine de mètres de la route. Ensuite, au fur et à mesure, ils ouvrent, ils enlèvent les draps et ils commencent à lever au niveau des jambes. Ensuite, au niveau du bras, on voit le petit tatouage de Sébastien. C'est difficile déjà de voir un corps comme ça, mais de se dire il est cerclé, emballé, cellophané, avec des sacs poubelles sur la tête, tout ça, c'est horrible, quoi. On aurait dit c'était un bout de viande, quoi. C'est horrible de dire ça, mais c'est pas possible de faire ça à quelqu'un, c'est de la barbarie, je trouve. Sébastien porte bien 4 impacts de balles au niveau du crâne. Pour son frère Alexandre, comme pour sa famille, après 3 longues journées d'angoisse, tout s'effondre. Moi, c'est mon jumeau. Les gens, ils peuvent pas imaginer ou ressentir ce que moi je ressens aujourd'hui. C'est mon jumeau, c'est comme si on m'avait arraché et puis qu'on m'avait enterré à moitié. Aujourd'hui, c'est ça, c'est mon ressenti, c'est ça. Et d'un seul coup, j'entends un hurlement dans la maison. Et c'est ma fille qui me dit non, c'est pas possible, maman, tonton, il est pas mort, c'est pas possible. Alors je lui dis si, ma chérie, malheureusement. Moi, ça m'a anéanti. J'ai perdu mon petit frère, mais mon meilleur ami en même temps. Mon confident, celui avec qui j'ai partagé tant de choses depuis tout petit. Et comment je vais faire sans Seb? Sans Seb, comment je peux faire sans lui? Un drame qui laisse une famille dévastée. Mais le plus éprouvant reste à venir. Il faut encore dire la vérité à Monique, la mère de Sébastien. Moi, je pensais que mon fils, malgré qu'il était dans la couette, il était toujours vivant. Moi, je croyais que bon, qu'il était esquinté, qu'il était abîmé, mais qu'il était vivant.
C'est dur pour nous parce qu'on se dit comment on va expliquer ça à la maman. Donc on arrive à l'appartement, Monique n'est pas là, elle est chez une voisine. Donc on sonne, on lui demande de venir avec nous. Elle se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je lui dis non mais viens et tout. On essaie de ne pas lui faire montrer qu'on a pleuré, mais bon ça se voit quand même. Ils avaient les yeux tous rouges, j'avais bien vu qu'ils avaient pleuré. Et on m'a fait asseoir. C'est le jumeau, Alexandre. Il m'a dit oui maman, c'est bien Sébastien qu'on a retrouvé. C'est bien ton fils qu'on a retrouvé décédé dans la forêt. Moi je croyais pas, c'était pas possible pour moi. J'arrivais pas à croire que je venais de perdre mon fils. Alors que la famille commence tout juste son deuil, Yanoé, lui, est placé en détention provisoire. La thèse de l'accident n'a pas convaincu les enquêteurs. Bien au contraire, il est mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation. Une question centrale reste cependant posée, celle du mobile. La police décide de fouiller dans le passé de Yanoé. Y aurait-il quelque chose qui puisse expliquer la mort si brutale de Sébastien? Ils se connaissent depuis longtemps. Ils se voient très régulièrement. Ce sont des amis. Ils avaient des activités sportives ensemble. Côtoyer la famille, il connaissait ma mère, il connaissait tous mes frères, il connaissait nos amis. Pour moi, c'était un bon ami. Un bon ami auquel Sébastien paraissait très attaché, même si Yann ne faisait pas vraiment l'unanimité au sein de la famille. Donc il était chez Sébastien quand on y allait le week-end. Au premier abord, je trouvais que c'était quelqu'un de sympathique, mais sans plus. Il parlait que de sa musculation, voilà, des filles. Il était très accro aux filles. Ce qu'il nous relatait de ses exploits avec les femmes, nous, ça nous faisait plus rire qu'autre chose. On savait très bien que c'était n'importe quoi. Mais pour lui, c'était réel. Il inventait, je pense, des choses. Au fil des auditions, c'est un curieux portrait de Yanoé qui se dégage. Celui d'un homme au profil immature, obsédé à la fois par son image et par le sexe opposé. Et ça n'est pas tout. On nous dit qu'il est sans cesse confronté à des problèmes financiers, et pour cause puisqu'il ne travaille pas. Il habite un coup chez sa mère, un coup chez sa copine. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de profiter des autres, oui. Ah bah, il travaille quand il a envie et quand il a le temps. Il veut la facilité, il veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Yann vit surtout des minima sociaux. Il est toujours aux abois financièrement. D'après les témoins, le peu d'argent qu'il a, il le dépense en abonnement dans les salles de sport. Et chez les Duplessier, on s'en accommode. On ne veut pas parce qu'on l'aime bien, mais bon, c'est un petit peu le pique-assiette. Ils profitaient de mon fils. Je vois des fois, ils allaient même boire un café pas loin de chez lui. Ben, il n'avait rien pour payer son café. C'était toujours mon fils qui lui payait son café. Sans mon fils, je vous dis, il n'était rien. Yanoé était donc dépendant de Sébastien, qui lui avait un emploi stable et des revenus réguliers. Pour les policiers, un début de scénario commence à prendre forme, car ils découvrent une information capitale. Sébastien n'avait pas confiance aux banques et était comme son papa. Dès que son argent arrivait, il le prenait chez lui. Donc moi, Sébastien m'avait dit qu'il avait entre 25 000 et 30 000 euros chez lui. Mais cet argent-là n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs n'ont rien retrouvé dans l'appartement en liquide et nous, on n'a rien retrouvé. Seulement ce qu'ils ont retrouvé sur lui, ce qui appartiendrait sûrement à mon frère, c'est 170 € en liquide.
Et si Yann avait été motivé par l'appât du gain? Même s'ils n'en ont pas la preuve, pour les proches de Sébastien, il ne s'agirait en aucun cas d'un accident, mais plutôt d'un assassinat pur et simple à caractère crapuleux. Pour Yanoé, au contraire, rien n'était prémédité dans son geste. Après ce premier tir qu'il dit accidentel, il aurait agi sous le coup de la panique. Et toujours selon sa version, il aurait ensuite abandonné le corps de Sébastien, presque au hasard, en rase campagne. Il n'est plus dans l'appartement, il n'est plus dans un film, il n'a plus d'idées qui lui sont suggérées et il n'a pas prévu. Donc c'était pas du tout préparé, il s'en est juste débarrassé le plus vite possible parce qu'il s'est rendu compte que ça tenait pas du tout la route ce qu'il était en train de faire. Alors meurtre commis de sang-froid ou bien malheureux accident? Entre la famille de Sébastien et la ligne de défense de Yann, deux positions irréconciliables. Moi, c'est les deux mobiles pour moi, c'est l'argent et la jalousie. Il voulait la vie de Seb, il voulait être comme Seb. Il était jaloux, il aurait voulu prendre sa place. Sébastien, quand il était célibataire, c'est vrai que il avait beaucoup de conquêtes. Et puis bon, il était beau, il était séduisant, il attirait le regard. Les policiers, eux aussi, entrevoient un autre mobile plus crédible que celui de l'argent, la jalousie. Yann était-il envieux du succès que rencontrait Sébastien auprès des femmes? Il sait parler aux femmes, il sait les rendre amoureuses. Il a beaucoup de charme. Elle tombe comme des mouches. C'est littéralement ça. Assez systématiquement, quand Sébastien terminait une relation avec une jeune fille, Yann était là pour tenter de la récupérer. Et ça s'est répété plusieurs fois. Après 3 ans d'instruction, c'est bien la jalousie qui est retenue comme possible mobile par l'accusation. Yanoé finira-t-il par livrer une autre explication que celle de l'accident? Sa ligne de défense résistera-t-elle aux éléments qui pèsent contre lui? On voulait des réponses à nos questions. Et on se dit, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pu se passer? On se pose tellement de questions. Et le fait que j'ai attendu quand même pendant plus de 3 ans et demi, je me suis dit dans mon cœur de mère, pour moi la justice surtout c'était devenu un long et douloureux combat à vivre au quotidien. Pour la famille Duplessier, seul un procès permettra de lever peut-être ces interrogations. Cour d'assises de Beauvais dans l'Oise, le 10 septembre 2019. 3 ans et demi après la mort de Sébastien, pour ses proches, voici venue l'heure de vérité. Face à eux, Yanoé, 42 ans, pénètre dans le box des accusés. On espère qu'il parle. Nous, on veut que ça lui fasse un électrochoc. Il va voir Alexandre, qui ressemble fortement à Seb. Est-ce que ça va lui faire un électrochoc et ça va lui permettre de réfléchir et de se dire, et nous dire, surtout, et de voir notre mère en face de lui? Peut-être qu'il aura envie de lui donner des réponses. Je comprends que les parties civiles se posent énormément de questions à ce moment-là et cherchent des réponses, ce qui est tout à fait normal. Ce procès était extrêmement tendu. Pour tout vous dire, j'ai jamais eu cette sensation de tension si importante. Dès l'ouverture des débats, première déception pour la famille Duplessier. Non seulement l'accusé maintient sa version, celle de l'accident, mais il fait aussi preuve d'une attitude très déconcertante. Il fait sa vie, hein. Il fait sa vie dans le box. Il tapote des doigts qu'on entend du bout de la salle, hein, via son micro. Il plaisante avec son avocate, quand il baille pas au corneille, hein, et quand il gobe pas les mouches. On lui posait des questions, il répondait à côté de la question. Il niait toujours.
Bah, si lui, il va pas plus vers la vérité, nous, on la saura pas non plus, puisque pourquoi faire ça? Vous devez bien avoir un mobile pour faire ça. Lui, non. Pour lui, non, c'est un accident. Un accident. Pendant tout le procès, la position de Yanoé ne change pas. Jusqu'à ce moment où l'expert en balistique est convoqué comme témoin à la barre. Et cet expert vient balayer d'un seul coup la thèse de l'accusé. L'expert dit qu'il fallait vraiment appuyer fort sur la gâchette, sur la queue de détente pour pouvoir libérer le coup de feu. Et là, c'est très parlant et on se dit, non, c'est pas en l'effleurant que le coup peut partir, c'est pas... Ce pistolet, il tire pas tout seul. L'accident auquel s'accroche Yanoé est incompatible avec les résultats. Ça colle pas. Avec cette expertise, le procès est peut-être en train de basculer. Dès lors, sur le banc des parties civiles, son issue paraît entendue. Surtout lorsque l'avocat général réclame 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de période de sûreté. Ah oui, moi j'ai le sourire. Je me dis oui, enfin, une bonne chose, 30 ans avec demander 2 tiers de sûreté, donc ça fait 20 ans enfermé. Je me dis waouh, enfin oui, une bonne chose. À l'issue du délibéré, le jury déclare Yanoé coupable d'assassinat. Il est condamné à 20 ans d'emprisonnement, mais sans période de sûreté. Pour la famille de la victime, c'est la douche froide. Mais en fait, non. Pas de sûreté. Alors nous, c'est ce qu'on entendait, on attendait de la sûreté, c'est le mot qu'on entendait, qu'on voulait entendre. Et là, on entend 20 ans simple. Alors là, on tombe des nues. On tombe des nues. 20 ans, avec toutes les remises de peine qu'il aura le droit, puisque voilà, dans 8 ans, voire 7 ans, il peut être dehors. Yanoé, c'est le détenu modèle. Il a effectivement obtenu un diplôme en détention. Ça se passe très bien. Il prépare déjà un aménagement de peine. Yanoé n'ayant pas fait appel de son jugement, sa condamnation est définitive. Il espère obtenir une libération conditionnelle d'ici quelques années. Quant à la famille de sa victime, elle continue inlassablement de perpétuer la mémoire de Sébastien. Mon frère, ça reste notre frère. Il nous a été arraché froidement et puis brutalement. Son prénom reste gravé. Ça, son nom résonne tout le temps dans ma maison. Ça, on ne pourra pas l'oublier, mon frère. Il est où, mon garçon? Ben, il est sous la terre. Et moi, je le vis très mal. Très, très, très mal. Hein. Perdre un enfant de la façon que je l'ai perdu, non. Pour moi, c'est abominable. C'est abominable. Ça m'a détruit ma vie. Ça a détruit la vie de ma famille. Tout, 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 tout. Régulièrement, quand je me rends sur sa sépulture, régulièrement, j'en ai même parlé à mon frère. Je lui dis, est-ce que c'est un comportement anormal de parler à son frère ou pas? Il m'a dit non. Voilà.